Bienvenue dans Psy en coulisses. Anaïs reçoit Claire, une psychologue de l'Éducation nationale EDA. Bonjour à tous, je suis Anaïs, élève de Master 2 de PASCO à Montpellier et je suis en présence de Claire, psychologue de l'Éducation nationale en EDA, Éducation, Développement, Apprentissage. Bonjour Claire. Bonjour. Merci de répondre à mes questions. Alors, je voudrais vous demander de m'expliquer votre métier en une phrase, simplement, comme si vous parliez à un enfant de 12 ans. Souvent aux enfants, je leur dis que le psychologue, son métier, c'est d'abord d'écouter, qu'on vient le voir quand on a des soucis qui nous rendent malheureux, en colère, ou qui nous empêchent de faire des choses, d'être attentifs en classe. Et que moi, je suis une psychologue un peu spéciale, puisque je ne travaille que dans les écoles et je rencontre que des enfants et leurs parents qui viennent me voir pour parler notamment de difficultés qu'ils rencontrent à l'école, mais pas que. Très bien. Pouvez-vous m'expliquer vos formations ? Moi, j'ai passé le DEPS, diplôme d'état de psychologie scolaire, il y a une 12aine d'années, voilà, à l'université Lyon 2. D'accord. Et pouvez-vous m'expliquer un peu vos expériences professionnelles avant d'être, si vous en avez eu, avant d'être psychologue de l'Éducation nationale ? Donc, avant d'être psychologue à l'Éducation nationale, je travaillais déjà à l'Éducation nationale. Pendant une petite dizaine d'années, j'ai été enseignante en classe ordinaire. Et puis, sur la fin de ma carrière, non pas la fin, plutôt le début de ma carrière, j'ai travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque les CLIS, et maintenant on appelle ça les ULIS, Unités locales d'inclusion scolaire. Et avant ça, avant de rentrer à l'Éducation nationale, j'ai travaillé en région parisienne dans une école spéciale, on va dire hors contrat, qui s'appelle l'école de la Neuville, qui est en Seine-et-Marne, où toute l'école travaille en pédagogie institutionnelle et avec les outils Freinet. Voilà, j'ai été enseignante pendant une dizaine d'années dans cette école. Avant de devenir psychologue de l'Éducation nationale. D'accord. Pouvez-vous me dire dans quel lieu, dans quel environnement est-ce que vous exercez votre métier ? Dans quel type d'école ? Alors, j'ai une dizaine d'écoles en milieu plutôt urbain, avec des écoles avec des IPS, indices, je ne sais plus, indice, je ne sais pas quoi. Avec des IPS plutôt élevés pour certaines, donc plutôt des indicateurs sociaux élevés, et d'autres plutôt en zone assez défavorisée. Donc c'est un secteur qui est plutôt mixte. D'accord. Et donc quel est le public avec lequel vous travaillez ? Alors, principalement des enfants des écoles maternelles et primaires de mon secteur, mais ce qui m'amène à travailler avec aussi leurs parents, les enseignants, et puis en lien avec tout un tas d'autres acteurs qui sont des partenaires, soit au sein de l'Éducation nationale, soit en dehors, donc le médecin scolaire, l'infirmière scolaire, mais aussi les psychologues du CMP, les puéricultrices de la protection maternelle infantile. Voilà. D'accord. Les orthophonistes, toutes les professions libérales, orthophonistes, psychologues qui suivent les enfants et avec qui je peux avoir à me mettre en lien si besoin. Ok. Vous pouvez m'expliquer un peu vos missions au sein de ces écoles ? La mission principale, c'est favoriser la réussite de tous les élèves, ce qui veut dire apporter des éléments de compréhension aux difficultés que peuvent rencontrer les élèves, soit dans leur adaptation à l'école, soit dans leurs apprentissages. Et pour cela, pour cette mission-là, je réalise des entretiens, des bilans psychologiques, parfois des suivis d'enfants. J'ai aussi des missions de participer à des actions de formation en lien avec les concerts pédagogiques. Donc par exemple, là, on a travaillé depuis 3 ans à former les enseignants sur le repérage et le traitement des situations de harcèlement, des actions de prévention au niveau de la protection de l'enfant, des actions en direction des liens école-famille, du climat scolaire beaucoup. Voilà. Ça, c'était les actions de prévention. Et bien voilà, je crois que j'ai tout dit. Ok. D'accord, donc maintenant on va parler un peu de l'organisation et vos conditions de travail. Pouvez-vous me dire comment fonctionne la hiérarchie dans votre organisme ? Alors, au sein de l'Éducation nationale, tout est très hiérarchisé. Donc, mon supérieur hiérarchique, c'est mon inspecteur d'éducation nationale, mon IEN, qui est le pilote du réseau d'aide aux enfants en difficulté, dans lequel je travaille, puisque les psy-EN
sont rattachés à un RASED. Donc le pilote est notre supérieur hiérarchique, c'est notre IEN, qui lui-même est sous la hiérarchie d'un DAZEN, c'est-à-dire au niveau de la direction académique, d'un IA DAZEN, inspecteur d'académie. D'accord. Et est-ce que vous avez quand même des possibilités d'initiative ou est-ce que c'est quand même plus dans fermé? un cadre qui est posé et défini, qui sont nos missions et les orientations que l'inspecteur nous donne, notamment les écoles prioritaires, les cycles prioritaires, enfin l'organisation du RASED qui est pilotée par l'IUN. À l'intérieur de ça, nous on travaille en grande collaboration avec l'IUN qui nous laisse assez libre des choix des outils qu'on utilise, des projets que l'on monte, de mon organisation dans la semaine. Donc il y a une certaine liberté, le tout dans un cadre très institutionnel. Dans un cadre fixé, d'accord. Pouvez-vous m'expliquer vos conditions de travail, quels sont les moyens à votre disposition pour mener à bien vos missions? Alors, nos moyens nous sont donnés par les municipalités, par les mairies, et c'est très variable d'un secteur à un autre, d'une mairie à une autre. Moi, j'ai de la chance de travailler sur 10 écoles qui sont réparties sur 2 communes. Les 2 communes sont plutôt assez généreuses, donc nous avons un budget de fonctionnement RASEN, à l'intérieur duquel on est assez libre pour l'utilisation de ce qu'on veut en faire. Ce budget, moi, c'est pas le cas de beaucoup de mes collègues, mais me permet de financer l'achat des tests et des consommables pour faire passer les tests, d'achat de matériel, de livres, qui seraient utiles à mes missions. J'ai la chance d'avoir un bureau dans presque toutes les écoles qui est bien identifié, psychologue, éducation nationale. Je rencontre par contre des difficultés pour ce qui est des connexions internet, etc., où là rien n'est vraiment en place. Et j'ai moi la chance d'avoir un téléphone portable professionnel, ce qui est vraiment rare, qui me permet notamment d'échanger avec les familles, les professionnels, et qui est un outil indispensable pourtant. Voilà. Alors, pouvez-vous nous décrire un déroulement type d'une journée? Un déroulement type de journée. Alors, mes journées passent et ne se ressemblent pas. La plupart du temps, quand même, le matin, je suis auprès d'élèves, soit en bilan, donc en train de faire passer des tests ou des épreuves, ou bien en entretien avec ces élèves, avec les familles. Je peux être aussi en observation dans les classes. Je peux être à toutes les réunions d'équipes éducatives ou d'équipes de suivi de scolarisation pour les élèves dans le champ du handicap. Voilà. Le temps de midi est souvent consacré à des réunions ou à des entretiens avec les enseignants. L'après-midi, à nouveau, je cours d'une école à une autre pour des équipes éducatives ou pour réaliser des entretiens avec des enfants, avec leurs familles. Et en fin de journée, c'est souvent des entretiens familiaux quand les familles sont plus disponibles. D'accord. Mais aussi bien, je peux être dans une réunion à la mairie pour le PRE, dans le cadre du PRE, qu'à une synthèse avec le CMP. D'accord. Et quelle est du coup votre quantité de travail, que ce soit en école ou en dehors du temps de travail? Alors, j'ai 24 heures de présence obligatoire dans les écoles et face à élèves ou en réunion. Dans ces 24 heures, il y a 3 heures qui sont laissées à notre libre choix de rédaction des comptes rendus, d'organisation matérielle. Mais ces 3 heures ne suffisant pas du tout, je travaille le mercredi sur la rédaction des comptes rendus, à appeler les familles, à appeler les orthophonistes, à rédiger des comptes rendus d'observation. Et puis, la fin de journée, on va dire au plus tôt 16h30, 17h, et la plupart du temps plutôt 18h, 18h30 si j'ai des rendez-vous familiaux. Ce qui fait souvent bien 10 heures de plus que les 24 heures allouées. Largement, D'accord. oui. Et quels outils utilisez-vous dans votre pratique? Alors, pour les passations des tests, j'ai 2 tests
psychométriques, le WISC 5 et la WIPSI 4. J'ai aussi des épreuves projectives, du patte noir, du CAT, du TAT. J'utilise aussi tous les tests graphiques, on va dire, de dessin, des 10, dessin du bonhomme. Plus, j'ai aussi une mallette avec un WISC non verbal pour les enfants qui ne parlent pas ou qui ne parlent pas français. Et quelques tests d'évaluation. D'accord. Pouvez-vous me dire quels sont vos partenaires ou associés au sein des écoles avec qui vous travaillez? Alors, mes partenaires privilégiés, les premiers, ce sont les enseignants et les enseignants spécialisés du RASED, avec qui on travaille en collaboration, on a des synthèses et on élabore ensemble les projets d'aide aux élèves en fonction des demandes des enseignants. Ensuite, nous avons des partenaires éducation nationale, donc médecins scolaires, avec qui aussi on fait des points de temps en temps sur des situations et puis qui peuvent échanger avec moi ou orienter des familles vers moi. Les infirmières ou les puéricultrices de PMI et puis l'infirmière scolaire. Et ensuite, dans les situations particulières d'enfants que je vois en bilan ou que je suis amenée à rencontrer les personnes qui gravitent autour de l'aide de ces enfants. Donc ça peut être toutes les personnes en charge des rééducations, orthophoniques, psychomotriciennes, ergothérapeutes, et puis les personnels de soins, enfin les psychologues, les CMP, les CESAD. Voilà. Et un des partenaires aussi avec qui je travaille beaucoup, c'est l'enseignante référente aux situations de handicap, puisque je suis présente aux équipes de suivi de scolarisation et on fait des points aussi 2 fois dans l'année, toutes les deux, sur tous les enfants en situation de handicap dans les écoles. D'accord, donc oui, beaucoup de partenaires. Maintenant, on va voir un peu la perception que vous avez, vous, de votre métier. Est-ce que vous pouvez me dire un peu le rapport entre les attentes que vous aviez et la réalité du métier? Comment est-ce que vous le perceviez avant de l'exercer et l'image que vous en avez aujourd'hui? Les attentes, alors je connaissais le métier puisque moi j'ai travaillé longtemps en CLIS, en ULIS, et donc en lien assez étroit avec la psychologue éducation nationale, donc je voyais bien quel était son métier. Ce qui me plaisait, c'était justement la diversité des partenaires, le travail en équipe, mais aussi le travail auprès d'enfants, auprès de leurs familles, tout le travail avec les familles. Voilà. Alors, quelle image j'en ai aujourd'hui? C'est un métier qui est envahissant, puisque on est demandé de toutes parts et sollicité de toutes parts par tout un tas de gens qui ne vont pas bien, soit des enseignants dans leur classe, soit des familles, soit des élèves. Des situations complexes. On vient nous trouver en personne ressource tout le temps, dès que je passe dans un couloir, dès que je traverse une cour, dès que je vais faire chauffer mon plat. Donc beaucoup de choses à porter. J'ai l'impression, j'avais dit une fois à mon inspecteur que j'avais l'impression de faire tourner des assiettes chinoises, vous savez, là, comme dans les cirques, là. J'en fais tourner une, pendant qu'elle tourne, je vais en faire tourner une autre, je reviens. Donc, voilà. Beaucoup de situations. Moi, j'ai un secteur où il y a plus de 2000 élèves. Donc, beaucoup trop de situations. Donc, la représentation que j'en ai, elle est toujours aussi bonne. Je viens avec plaisir le matin, mais secteur trop large, trop de choses. Trop de choses, trop lourd. Oui, il mériterait... Qui ne permettent pas de faire les choses tranquillement et... Un très gros secteur. Voilà. Quels sont les avantages de cette profession? Il y a une grande liberté dans le choix des outils, dans notre organisation, de qui je vois, quand, à quel moment je vais où, dans la diversité des missions. Je peux aussi bien être dans une classe en train de faire un atelier de prévention d'empathie, et puis être en équipe éducative, et puis après être en suivi, et puis après être avec une famille, enfin voilà. Le cadre institutionnel, il est parfois lourd, il est exigeant, mais il est rassurant. Et à l'intérieur de ce cadre, on peut faire quand même beaucoup de choses, mais ce cadre est là quand même pour nous favoriser. Alors, c'était pas rassurant, le mot, c'était le cadre est là pour sécuriser. D'accord. Il est sécurisant.
Voilà, moi, c'est sécurisant pour moi de savoir que l'IEN m'a donné telle mission, je dis non à celle-là. Enfin, voilà. D'accord. Et du coup, quels seraient les inconvénients? Alors, la charge mentale est énorme. Le temps, l'organisation en temps, on manque tout le temps de temps. Je recommence. L'organisation, on manque tout le temps de temps. L'importance de toutes les situations apportées, c'est le secteur est vraiment trop lourd. Et puis, il y a quand même dans l'éducation nationale toute une lourdeur administrative qui parfois nous prend beaucoup de temps. Voilà. Et puis, c'est une grosse institution, mais les psychologues éducation nationale au sein de cette institution ne sont pas forcément très reconnus et très sollicités par l'institution. On a peu accès à de la formation, voilà. Et puis parfois une espèce de solitude aussi face aux situations qu'on rencontre. Quel est l'événement le plus marquant dans votre métier actuel? Un événement? Alors je dirais que j'ai pas le souvenir d'un événement marquant qui m'a marqué. Alors s'il y a eu le retour post-Covid ou pendant le confinement, je vous disais, les psychologues, on n'a pas été du tout sollicités, un peu oubliés, alors qu'on pensait qu'on allait être en première ligne à préparer ce retour. Et au moment du retour, moi j'ai organisé dans certaines écoles avec les enseignants les écoles qui étaient demandeuses, une espèce de tour de parole avant de le reprendre pour dire dans quel état on était. Et j'étais marquée de voir à quel point les enseignants étaient inquiets. Enfin, il y avait beaucoup de peur, voilà. Mais après, ce qui me marque le plus, je trouve, c'est les parcours des élèves qui ont vécu ou qui vivent parfois des choses dramatiques et qui sont là à l'école, et on a tendance à oublier que c'est des enfants et qui ont vécu parfois, par exemple, des parcours migratoires semés de choses assez atroces. Et il faudrait s'adapter tout de suite à l'école. Et ça, c'est toujours des situations en entretien, en suivi avec ces élèves qui sont... alors où je me sens utile, mais qui sont difficiles à entendre parfois. Voilà, j'ai pas d'autres événements marquants. Bien sûr, tout ce qui est violence, des parents très en colère qui ont pu venir agresser des enseignants, enfin tout ce qui est de l'ordre de la violence est assez marquant. C'est marquant, oui. Et du coup, comment est-ce que vous gérez la mise en distance face à des situations qui peuvent être parfois difficiles? Pas très bien. Ça envahit la pensée, la tête tout le temps, à la maison, la nuit, pendant le sommeil. Mais d'abord, je travaille dans un RASED, on est 3, et on se voit toutes les semaines. On a un temps de synthèse un peu, ou le début de synthèse est un peu une espèce de défouloir où on se dit ce qu'on a vécu la semaine, et où on réfléchit ensemble ensuite. Et ça, c'est une grande richesse. Moi, j'ai aussi un groupe d'analyse de la pratique, une fois par mois avec des collègues psy-EN où là chacune amène des situations et on réfléchit ensemble. En fait, la plupart du temps, ce qui nous aide à porter tout ça, c'est vraiment d'avoir des temps pour penser seul et aussi surtout des temps pour penser à plusieurs en équipe. Avec les autres. D'accord. Est-ce que vous êtes épanouie aujourd'hui dans ce travail? Alors, je viens avec plaisir le matin, j'adore ce que je fais. La journée je la vois pas défiler, mais je suis physiquement et psychiquement parfois fatiguée. J'attends les vacances, souvent. Mais oui, on peut dire que oui, je m'épanouis, mais c'est aussi source de stress. Alors, c'est un métier qui permet d'apprendre beaucoup sur le terrain. Donc effectivement, j'apprends de l'expérience et plus on en a, plus on apprend parce qu'on retrouve des situations qu'on a peut-être vécues. Mais c'est aussi un métier qui demande de se nourrir par ailleurs de plein d'autres choses. Moi, j'aime beaucoup les temps de formation, les moments où je vais lire des choses ou bien je vais partir en formation qui me permettent de me mettre en réflexion sur ma pratique et me permettent de revenir avec encore plus d'envie de travailler autrement. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi penser des projets. J'ai besoin d'avoir des projets tous les ans de prévention, voilà. Donc toujours des... Et puis c'est un métier où on est tout le temps dans le relationnel avec les collègues, avec les enseignants, avec les élèves, avec les familles. Et c'est assez riche. Voilà. Toujours plein de nouveaux projets. Voilà. Est-ce que vous acceptez de nous dévoiler votre salaire? Oui.
Alors, actuellement, je gagne 2400 € parce que je viens de passer un échelon et j'ai été pendant longtemps autour de 2000-2200 €. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi pourquoi vous avez choisi cette profession ? Alors, j'avais fait des études de psychologie, et puis après, je suis partie à l'école de la Neuville, et puis après, j'étais à l'Éducation nationale. Et à la fin, j'étais toujours un peu en colère de voir que il y a plein de choses qui empêchaient les enfants d'apprendre, et que j'avais l'impression qu'il aurait fallu faire des choses avant ou à côté. Ça m'intéressait de pouvoir aider les enfants autrement que juste en étant dans la classe. Voilà. Après, moi, j'avais besoin d'une profession en relation avec l'autre. D'accord. J'aurais pu faire éducatrice ou d'autres choses En relation avec... Et après, j'avais des parents éducateurs spécialisés tous les deux. On parlait beaucoup de psychologie, de Françoise Dolto, de plein de choses comme ça avec eux. C'est vrai que c'est un intérêt que j'avais depuis très jeune, depuis adolescente. Qui a nourri donc votre intérêt pour Voilà. la psychologie. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait devenir psychologue à l'Éducation nationale ? Alors, le premier, ça serait d'être organisé. Parce que l'emploi du temps du PsyEN, c'est un gros pan du... C'est chronophage en tous les cas. Il faut être très organisé parce qu'il y a beaucoup de choses de partout. Il faut pouvoir se rappeler de tout. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir vraiment des qualités d'écoute, des qualités relationnelles, de mise à distance, mais aussi de pouvoir accueillir tout ce qui nous arrive, parce qu'il y a des fois beaucoup de colère, beaucoup d'inquiétude, voilà. De savoir écouter, accueillir tout ça pour pouvoir le transformer, ça c'est vraiment important. Des qualités d'empathie. Et puis de l'intérêt pour les apprentissages, la chose scolaire, tout ce qui tourne autour de l'univers de la scolarité et de ce qui peut l'empêcher parfois. D'accord, très bien. Merci Claire d'avoir répondu à mes questions. De rien. C'était un plaisir.